Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch et bienvenue à tous les gens qui sont arrivés avec le raid incroyable de Bavard. Bonsoir Bavard, merci beaucoup pour ce raid incroyable, absolument hallucinant. Et bien bonjour à toutes les personnes qui sont déjà en train de parler dans le clavardage. Et mon dieu, il y a des gens qui rejoignent la chaîne, merci beaucoup. Ah, ça se fait sans cesse. Alors attendez, attendez, doucement, calmez-vous. Je devais déjà remercier Nabouzor qui est venu rejoindre la chaîne pendant que je n'étais pas là. Et depuis le début de ce live, merci beaucoup à Le Vilain Garzonnet qui est très méchant, qui a rejoint la chaîne aussi, ainsi que Ghosty Build, merci à toi et bienvenue sur la chaîne de l'Aube des Songes. Tu attendais que je sois là, merci beaucoup Ghosty Build, ça fait toujours plaisir de voir les animations en direct. Alors, qui est déjà présent dans le clavardage? Oui, bien sûr, je n'ai pas dit bonjour aux gens de YouTube, auxquels je rappelle que si vous voulez accéder plus rapidement au récit et passer la discussion de début, je vous invite à vous rendre dans la barre de description où vous avez le chapitrage. À chaque fois, il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire « Ouais, mais c'est un peu long comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus rapidement, etc. » Mais oui, dans barre de description, il y a toujours tout dans la barre de description, le chapitrage, l'accès à la chaîne Twitch si vous ne connaissez les lives que par YouTube et que vous voulez venir nous voir en direct, et il y a aussi le lien pour la page Tipeee pour ceux qui veulent soutenir et avoir l'intégralité du contenu de l'Aube des Songes, notamment le contenu payant, à savoir l'histoire de la semaine que tous les tipeurs reçoivent à partir d'un certain montant, l'équivalent d'un café par semaine, dans leur boîte mail tous les dimanches à midi. Voilà, j'ai fait de la pub, je suis content, je suis ravi et j'ai chaud, chers amis, j'ai tellement chaud. C'est incroyable, c'est absolument intolérable. Comment ça va pour vous? Qui y a-t-il de présent? Bonsoir Gueltaz, Suisse-Kazoo, Raveline, Bavard Stories, Le Vilain Garzonnet évidemment, Champy, Ghosty Build, bonsoir Snorri G qui rentre d'examen, qui a juste eu le temps d'entendre Bavard parler de gens qui... D'accord, fort bien. Bonsoir Chad, bonsoir Sweet Pelote DB. Bien sûr, ouais, mais la transpiration est abondante. La transpiration est hallucinante, d'autant que j'ai passé, sans mentir, je pense que j'ai passé la moitié de ma journée à faire du sport. C'est-à-dire que ce matin, c'était entraînement, et cet après-midi, c'était préparation de numéro de rue, enfin de spectacle de rue. Donc j'ai passé 4 heures dehors avec mon camarade de jeu à faire des pirouettes dans tous les sens. C'était la sueur absolue pendant toute la journée et de retour pour vous pour cette émission en direct qui va durer ma foi jusqu'à 23 h. Donc ouais, il fait chaud aujourd'hui, légèrement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pub l'Aube des Songes. Eh bah Ghosty Build, c'est compliqué de faire de la publicité chez moi pour ma propre chaîne. Qu'est-ce que tu tentes de faire? L'Aube de la Sudation, absolument. Moi j'ai eu tellement chaud et mon examen que j'ai failli mourir. Une grande salle avec de grandes vitres où la lumière tape direct sous les toits avec des fours de fonderie en marche.
Il te manquait juste la nourriture épicée, Snorri. Oh là là là. Ah là là. Ah mon dieu. Ah oui, mais en fait, je ne vois pas. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas le niveau du micro. En fait, je parle bien assez fort. Je peux même baisser un tout petit peu. Ces gens qui se plaignent de la chaleur, vous exagérez. Alors, oui et non, Champi, parce que je suis le premier à bien vouloir... à vouloir rire des gens qui se plaignent du froid en hiver et du chaud en été, mais je rappelle que je suis sous les combles, c'est-à-dire que dans l'appartement, il fait un petit 30 degrés à l'ombre, dans les coins les plus frais, et là en dessous, alors que pourtant j'ai les stores tirés depuis le début de la journée pour éviter que le soleil rentre par les grandes baies et chauffe tout, je pense que honnêtement je dois me situer à 34 ou 35 degrés, puisque c'était à ces températures-là que j'enregistrais les comptes du Zénith. Le format de l'été sur YouTube de l'année passée, je les enregistrais à 35 degrés. Donc c'était juste chaud. Juste chaud. Voilà, voilà. Ah, il y a des gens qui donnent à boire, merci. Et je prends dans la confusion, je prends la mauvaise bouteille. Pendant les directs, c'est corporatiste. La bouteille est griffée, hop. Ah, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Bien. Bien. Il y a ceux de pelote DB aussi. Bon, c'est parti. Ça passe. Bien. Alors. T'inquiète. Tu bosses sous un Velux, Knifey. Aïe. Toute ma complaisance à ce niveau-là. D'ailleurs, Knifey, je te remercie déjà en direct, mais les gens, vous ne le verrez que samedi matin. Pourquoi je remercie Knifey? Mais vous pouvez savoir vocalement et verbalement surtout pourquoi. Parce que Knifey a eu l'immense gentillesse et l'abnégation de dessiner un lièvre de Mars pour les pauses du samedi matin quand je vais refaire du café ou que je vais chercher des histoires supplémentaires. Je pense qu'il va peut-être même dépasser le cadre du samedi matin, mais en attendant... Le lièvre de Mars fait par Knifey ne sera utilisé provisoirement que et seulement que dans les cafés des fables. Peut-être s'exportera-t-il dans d'autres occasions, mais ça, nous le verrons. Après tout, ce n'est pas encore le sujet du soir, mais merci beaucoup Knifey, il est extrêmement beau, il me plaît beaucoup. Donc c'est de la très bel ouvrage, et donc rendez-vous samedi matin pour le café des fables si vous voulez le voir. Ah, pif paf pouf, qu'est-ce qu'on a d'autre? Perso, je ne me plains jamais du froid, par contre, je déteste la chaleur. Je peux comprendre. Le froid, c'est facile, tu te couvres. Le chaud, une fois que t'es à poil, tu peux plus rien faire à part avoir une clim. Mais il y a une technique qui fonctionne pas trop mal pour dormir la nuit, pour rafraîchir un tant soit peu, c'est de mouiller un drap légèrement, enfin d'humidifier un drap et de te couvrir de ce drap-là. Parce qu'avec l'humidité qui va s'évaporer, en réalité, ça te laisse un peu de souffle frais. Donc ça peut aider un tant soit peu. Par contre, quand tu travailles, ça n'aide pas. Enfin, c'est plus compliqué de te mettre un drap humide sur le visage quand tu travailles. La bouteille est griffée, il faudra en racheter une neuve. Bah, non, ça va, c'est du métal. C'est de l'alu. Donc il n'y a pas trop de soucis. D'ailleurs, en parlant de choses griffées, chers amis, oui, j'ai été un... lundi, emporté par l'émotion du live décent qui a été admirablement mené par Bavard, Kazoo et Alexis 100S. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le live décent, je vous invite à aller le découvrir. Il est maintenant en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'Aube des Songes. Hop, voilà. Dans ce message-ci, vous allez pouvoir y accéder et vous abonner pour voir tous les contenus quand ils sortent. Mais le live décent, je devais vous faire une annonce que j'ai complètement zappée. Je suis en train, à l'heure actuelle, de faire parvenir les premiers goodies de la chaîne. Ce sont des prototypes. Et il y en aura un qui sera à gagner. Donc tenez-vous bien au courant sur le Discord. J'insiste, je mettrai un concours sur le Discord. J'ai pas encore décidé de ces termes, mais rejoignez le Discord à partir de là. La participation au concours se fera durant le mois de juillet. Probablement que ce sera une inscription. Je précise que le concours sera ouvert uniquement aux gens qui seront sur... Enfin, la participation se fera sur le Discord, mais elle ne sera ouverte qu'aux personnes qui ont suivi la chaîne sur Twitch.
Donc pensez à bien faire ça. Un quelconque étranger qui arriverait par ici se verrait refuser du concours. Voilà. Au bout d'un moment, eh ben on récompense les gens qui sont là. Voilà, purement et simplement. Bien, 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 bien. Cette classe, même quand tu bois, merci Gueltaz, je suis sûr que c'est faux. Je me plains jamais du froid en hiver, comme ça j'ai le droit de me plaindre de la chaleur en été parce que je supporte bien moins la chaleur que le froid. Ça se comprend. Pas d'eau sur le clavier, oui. Sweet pelote DB, c'est dangereux. Les Y n'aiment pas que l'on boive au-dessus des claviers. Hop, les pieds dans une bassine pour enregistrer. Oh, j'avoue, ça peut être souverain, Champi. Par contre, effectivement, je pense que je serais l'aube du stress en enregistrant parce que la possibilité que je renverse la dite bassine, mon Dieu, quelle horreur. Hop. T'as aussi la pause durant les JDR, ça permet de savoir quand c'est la pause. Ah, un point pour Medrael. Un point pour Medrael. Maintenant, est-ce que le lièvre de Mars sera adapté à tous les JDR? Ça dépend, à moins que certains parmi vous aient envie de faire des heures supplémentaires et de faire des petits Cthulhu, un entracte Cthulhu, un entracte ordinateur, etc. Si vous voulez, moi j'aime bien qu'il y ait des choses qui soient récurrentes, mais j'aime aussi que ce soit adapté par rapport au contenu. Donc le lièvre de Mars avec un panneau entracte pour les cafés des fables, ça me semble parfait. Je vois plutôt un petit maître du donjon mignon, vous savez, le maître du donjon encapuchonné du générique. Je le vois bien, un petit maître du donjon mignon pour faire l'entracte. Ça je vois bien. Un petit Cthulhu, un petit ordinateur pour les paranoïas. Ça me paraît autrement plus adapté que de sortir le lièvre de Mars à toutes les sauces. Même si le lièvre en sauce, c'est probablement très bon. Bien. Quoi d'autre Je suis désolé, mais je suis contraint d'aller y aller, donc passe une bonne soirée et bon stream et bonne lecture à toi, l'aube des songes. Y a pas de souci, merci à toi, Ghosty Build. Et si du coup tu veux voir ce qui s'est passé ce soir, je t'invite encore une fois à aller sur la chaîne YouTube. Il y a toutes les rediffusions sans limite de temps, contrairement à Twitch. Donc tu auras vraiment la possibilité de le retrouver, et ce d'ici samedi à 18h très exactement. Mais merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir rejoint l'équipage, ça m'a fait fortement plaisir. Sinon je mouille le drap avec ma sueur déjà quand je dis que je suis. Les gens disent toujours ouais, moi aussi, et puis ils me voient suer, on dirait que je suis tombé dans une piscine et j'ai des traces de flotte derrière moi tellement je suis ouais. Ouais. J'avais un camarade de classe qui avait ça aussi très fortement. Hier, quand j'étais en train de décéder de chaud pendant mon entraînement d'escrime médiéval, je faisais plus la différence entre la chaleur ambiante et la chaleur de l'effort. Ouais, mais ça, à la rigueur, c'est plutôt agréable, Raveline. Parce que je trouve qu'il y a un truc qui est assez souverain quand tu fais du sport, c'est que quand tu commences, c'est dur, mais une fois que tu y es et qu'il fait chaud, vu que tu sues, ça va. Par contre, sitôt que tu as séché et qu'il recommence à faire lourd, oh là là, quel enfer, quel enfer. J'étais un escargot en fait. Techniquement, l'escargot ne sue pas, il bave. C'est pas pareil. Bien. Alors, ce soir, chers amis, je vous préviens d'avance, je me suis rendu compte en montant le PDF pour la lecture qu'il y aurait probablement un peu moins de lecture que d'habitude. J'ai hésité à rajouter un chapitre pour que ce soit un peu plus long, mais j'ai trouvé que la fin rendrait moins bien. Donc j'ai préféré vous en mettre un peu moins, mais mieux. Plutôt que d'avoir une fin en queue de poisson qui donne pas forcément envie. Là, le drama est respecté, l'envie est toujours aussi présente. Si tu veux, je fais les dessins pour tes pauses. Franchement, je me suis éclaté avec le lièvre. Si tu as envie de ça, Neyfi, c'est avec un grand plaisir. Encore une fois, si ça vous botte de faire des dessins et de proposer des choses pour la chaîne, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Maintenant, je ne souhaiterais vous obliger de rien. Donc, si vous êtes chaud, avec grand plaisir. Et si ça me plaît, je m'engage bien volontiers à les utiliser. Il sut peut-être... Est-ce que les scientifiques se sont penchés dessus? Je sais pas. J'en sais rien du tout, Naifi. J'en sais fichtrement rien. Je t'avoue que je ne connais à vrai dire qu'un seul scientifique, et il est physicien. Enfin, il est docteur en physique, pour être plus juste. Mais je suis pas certain qu'en étant docteur en physique, tu gères... Non, mais attends. Bah d'ailleurs,
Nous allons répondre à cette question d'ailleurs. Est-ce que les escargots suent? Zazou. Gna, 31 000 par l'heure, il y a la pub, il veut pas de la pub, c'est baby, ah des péchis, ah papa, c'est baiser bobo. J'en sais rien. J'en sais rien, et de ce que je vois, il n'y a pas de réponse probante qui saute dans Ecosia pour me donner une réponse. Donc, a priori, c'est peut-être possible. Maintenant, docteur en physique, si on casse la loi de la gravité, il lui met un plâtre. C'est ça. C'est ça. C'est lui aussi qui a préparé un petit, comment dirais-je, un petit cercueil à variabilité importante pour le chat de Schrödinger. Comme ça, tu peux ranger ton chat dedans et t'as à la fois des mesures nécessaires et suffisantes pour vivre s'il est en vie, et s'il est mort, ben, t'as tout le confort qu'il faut pour un cercueil. Voilà. Par contre, c'est un cercueil pour chat, donc c'est assez petit. Voilà, voilà. Et il en a fait qu'un exemplaire parce que c'était pour le chat de Schrödinger. Il n'y a que les mammifères qui suent. Peut-être. Les internets n'ont pas toujours toutes les réponses. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est bon de lire des livres aussi. Et pour les inexactitudes, les rééditions sont là. Voilà, voilà, voilà. Internet c'est bien, mais je vous avoue que pour des recherches en surface, enfin pour des recherches en profondeur, je me tourne encore bien plus volontiers sur des bouquins. J'ai tendance à rester en surface. C'était le sujet de ta thèse de cercueil? Non, c'était le sujet de ton doctorat. Devinez si c'est vrai ou pas. Les escargots n'ont pas de glande sudoripaire. Je note Snorri, j'en sais rien. Google Scholar. Je connaissais pas Google Scholar, Snorri. Bon, après, j'avoue que le moins... Ça peut paraître paradoxal ce que je veux dire, mais le plus j'ai des solutions alternatives aux GAFAM, le mieux je me porte. Donc a priori, j'aurais tendance à ne pas utiliser ça. Mais c'est peut-être très bien. Oui, une thèse de doctorat, il existe d'autres thèses. Je sais pas, Champi. J'en sais rien. Non, s'il vous plaît. Évitez-moi les questions sur l'université, j'en sais rien. L'université, j'y ai mis les pieds une fois. Et c'était vraiment parce que y avait une... comment dire? Il y avait une journée d'information. Et il y avait un cours qui m'intéressait. J'y suis allé, ça m'a fichu des angoisses pas possibles. J'ai compris extrêmement vite que c'était pas fait pour moi. Le cours que je suis allé voir était passionnant, mais les conditions de travail des universitaires, pour moi, c'est juste pas possible. Donc ça a fait, mais non. Je ne sais rien du monde universitaire, du tout. Bah non, mais t'inquiète pas, Champi, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas écrit sur ma tronche hein, que j'ai pas fait de l'uni. De même, si vous l'avez fait, c'est pas marqué non plus. Eh oui, oui. Autrement, il y a ce fameux site pour lequel je ne sais pas... Autrement, il y a ce fameux site pour lequel je ne sais pas si je vais me faire ban de Twitch. Donc ça commence par SCI. Et ça se termine comme le
site pour adultes le plus connu du monde. Ok, je vois pas en quoi ce serait dangereux, mais pourquoi pas. Pourtant, t'as des lunettes, on dirait que t'as fait des études. Je porte des lunettes depuis que j'ai 10 ans, Snorri. Ça veut tellement rien dire. T'as plein de connaissances, on ne sait jamais. Alors, oui, mais ça, c'est un faux indicateur, chers amis, parce que si ça vous botte, Idriss Aberkan a sorti un bouquin que je trouve globalement bon, qui s'appelle Libérer votre cerveau, et qui tend à aller vers un constat qui est de plus en plus partagé, c'est-à-dire que quand tu fais des études, en général, tu le fais pour avoir un papier qui te donne accès à autre chose. Mais pour autant, les gens les plus compétents ou les plus cultivés, ou ceux qui ont le plus de connaissances, ou les meilleurs spécialistes, ne sont pas nécessairement des gens qui ont des papiers qui le certifient. Ce sont même, de façon assez régulière, mais je ne sais pas dans quelle proportion, des gens qui n'ont pas eu de certificat, mais qui, par amour de leur branche, ont appris, et ont continué d'apprendre, et ont continué de se former, alors que ceux qui disposaient des papiers les plus hauts avaient cessé d'apprendre parce qu'ils avaient atteint le seuil qu'ils voulaient atteindre. Donc ton niveau de connaissance n'est aucunement corrélé avec ton niveau d'études. Les études peuvent aider parce qu'elles te donnent un temps et un lieu pour le faire. Mais si je me base sur mon expérience et ce que je sais des gens qui font des études en général, tu fais ça dans un but très particulier, mais l'adolescence et le début de la vie d'adulte, c'est pas le moment où tu as le plus envie de passer ta vie à étudier des bouquins en général. T'es plutôt intrigué par d'autres choses, plus triviales. Plus d'infos MP sur Discord. Oh là là, Kazoo qui fait du favoritisme. Aïe 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 aïe. Très bien, merci beaucoup Kazoo. Je parlais pas de diplôme mais de mes questions débiles. Mais il n'y a pas de questions débiles, Champi. Il n'y a pas de questions. J'en sais rien si les escargots suent ou pas. Mais à la vérité, si on avait trouvé la solution, et a priori, Snorri G a l'air d'avoir un début de solution en disant que vu que si ils n'ont pas de glande sudoripare, a priori, les escargots ne produisent pas de transpiration s'ils n'en ont pas, enfin s'ils en sont dépourvus, pour la simple et bonne raison que si t'as pas ces glandes, tu peux pas produire de la transpiration. Donc a priori, ça vous sert à rien tout de suite. Mais en quoi est-ce que ce serait une preuve de bêtise que de faire preuve de curiosité? Moi je vois pas. C'est bien d'être curieux. On parlait de connaissance, c'est le moteur primordial qui vous fait avancer, qui vous fait apprendre des trucs, la curiosité. Donc il n'y a pas de question débile. Même s'il y a une phrase que je trouve très drôle qui dit il n'y a pas de questions débiles, il n'y a que des gens débiles qui posent des questions. Mais ça c'est faux aussi. Pourquoi on voit pas le nom du livre sur l'envolet? Aïe aïe aïe! Alors ça c'est parce que, chers amis, j'ai fait des tests. Merci beaucoup, je m'en étais pas rendu compte. J'ai fait des tests avec un autre fond la semaine passée et je suis pas encore décidé parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Mais du coup, l'image du générique est moins raccordée. Donc je me tâte pour savoir si je change tout ou si j'assume que le générique n'est pas forcément raccord avec le fond, ce qui me pose problème, et d'un autre côté, j'ai pas envie de me départir de l'image du générique. Par contre, l'image de fond de maintenant, j'ai vraiment envie de m'en départir. Voilà, voilà. J'avais un prof d'éthique vétérinaire. Premier cours, le mec nous a sorti la liste de tous ses diplômes en disant qu'il fallait faire plein d'études. Ensuite, il a demandé qui parlait au moins 6 langues, lève la main et regarde l'auditoire avec un air supérieur, au moins 5, 4, 3, 2. Oui, bah c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves. C'est juste extrêmement dommage que cet individu ait attendu d'être prof pour faire une démonstration de valeur devant des élèves. Parce que t'es automatiquement pas à pied d'équité. Enfin, à pied d'égalité.
Et puis, les diplômes ne font pas ta... Si les diplômes sont un indicatif de ce que tu as suivi, ils ne sont pas une preuve d'intelligence. On ne dénombre pas dans l'histoire les exemples de gens qui étaient brillants sur le papier, mais nuls dans l'application. Mais là, tout de suite, les exemples que j'ai, c'est des exemples militaires. Donc, mais plus tard, pour briller en société, je pourrais sortir ça et tout le monde sera époustouflé. Merci. Je sais pas. Peut-être. En fait, je vois pas exactement à quelle partie de la discussion tu fais référence, Champi. Quand il est arrivé à 3, à 2, il y avait plus de monde, mais le mec avait l'impression qu'il parlait... Oui, bon. Ah ouais, d'accord. Un gars qui a jamais quitté l'université. Alors ça, c'est un travers très complexe. Mais ça arrive dans tous les gens qui se sont spécialisés dans un truc et qui n'ont jamais rien fait d'autre. C'est, même si c'est pas conscient, c'est quand même une sacrée tendance à imaginer que le monde évolue selon ses codes et qu'il n'y en a pas d'autres. Et chez les universitaires, c'est particulièrement compliqué parce que le monde des études n'est pas la réalité. C'est un monde à part dans lequel tu as du temps pour étudier. Donc, ce n'est pas entre ça et te lever le matin pour produire un bien consommable qui est globalement la majorité des boulots humains. C'est autre chose, c'est loin d'être inutile, mais on est très loin de la réalité de la majorité des gens. Il suffit de voir les gens qui font droit et qui ont juste une bonne mémoire, mais qui savent rien t'expliquer quand tu poses une question. Oui, et ça c'est une démonstration, tu fais très bien de le citer, Champi, c'est la démonstration par A plus B que les gens qui font de bons résultats à l'école ne sont pas des gens intelligents. Ce sont des... Enfin, parce que déjà, tu as de multiples formes d'intelligence, mais l'intelligence à laquelle on fait appel à l'école, ce n'est pas une capacité de compréhension, en tout cas pas à l'heure actuelle, et certainement pas dans les écoles que j'ai connues, sauf une. En tout cas, je parle d'école, donc enseignement obligatoire, plus post-obligatoire, plus secondaire. Ce à quoi on fait appel jusqu'à un certain point, en tout cas ce que j'ai connu, on ne fait pas appel à ta capacité à comprendre les choses et à les restituer, donc à les reformuler, ce qui est la preuve de la compréhension. Si vous ne pouvez pas reformuler, c'est que vous n'avez pas compris. On fait appel à ta capacité à emmagasiner immédiatement et à moyen terme de l'information que tu vas être capable de restituer selon les questions qu'on te pose. C'est ça que te demande une éducation primaire, pré-secondaire et secondaire. Donc si tu es capable d'emmagasiner beaucoup d'informations très vite et de la recracher très vite, il est probable que tu aies d'excellentes notes, mais par contre, sitôt que tu arrives à la phase d'application, ça dégringole. C'est exactement pour ça que le diplôme n'est jamais une preuve de compétence. La preuve de compétence, c'est ce que tu as fait après. D'où une phrase de Kaamelott que j'adore. On ne mérite pas de devenir Cassius Bellorum idiot. Un jour, tu le deviens. Et puis ensuite, tu passes toute ta carrière à le mériter. C'est pas mot pour mot. Mais regardez la saison 6 de Kaamelott. Tout est bon dans Kaamelott, surtout la saison 6. Il était prof d'éthique. Je sais pas ce que c'est un prof d'éthique, Snorri G. Suffit de voir les gens qui font... je reviens sur les mêmes messages. Pour ajouter à la discussion, j'ai souvent l'impression que les plus grands sont les plus simples. Quand j'étais au lycée, j'ai participé plusieurs années de suite aux Olympiades de la chimie. Lors d'une finale régionale, on a eu de la chance d'avoir une conférence donnée par juste un prix Nobel de chimie. Lors du vin d'honneur après la conférence, c'était sans doute l'une des personnes les plus abordables et sympathiques que j'ai pu rencontrer.
À défaut que ce soit une règle Suizkazoo, je ne peux qu'abonder là-dedans parce que c'est un constat qui se fait très largement. Vraiment très largement. Les personnes les plus admirées sont... Enfin, les plus admirées sur le long terme, et bon, les personnes que j'admire beaucoup font partie de ces gens-là. Je pense à des Raymond DeVos, je pense à des Charles Aznavour. Ces gens-là étaient d'une gentillesse et d'une simplicité folle, alors que pourtant, en termes de compétences, c'était des brutes hallucinantes. Les escargots ne suent pas, ils sécrètent du mucus par leur glande suprapédale. Eh bien, merci Snorrigé d'être allé chercher jusque-là. On a tous des cerveaux et des intelligences différentes, c'est ça qui est beau. Alors les intelligences, il y a moins de types d'intelligence que de types de cerveau, pour la simple et bonne raison que tu as un cerveau par être humain et que les intelligences, tu peux globalement les regrouper en plusieurs types. Maintenant, je ne sais pas combien, je ne saurais pas te détailler lesquels. C'est la limite de ma connaissance sur le sujet. Maintenant, pour gratter très rapidement, mais en superficie absolue, et uniquement par Idriss Aberkan, un tant soit peu des neurosciences, le constat qu'il fait, c'est de dire le cerveau c'est formidable, mais on n'y comprend toujours rien. Donc, en gros, ça fait des années qu'on se penche sur le sujet, et globalement, on a dégrossi vaguement ce qui nous intéressait. Et encore là, c'est plus à peu près par là, quoi. C'est comme si tu cherches ton chemin, puis quand tu dis, oui, bah en fait, c'est où tel endroit? Globalement au nord. C'est à peu près juste, mais c'est très loin d'être précis. J'avais un prof d'histoire génial et l'unique qui nous avait dit avant les vacances de Noël, en nous parlant des examens qu'on aurait après les vacances. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut que vous fassiez pour ces examens. Si vous ne faites pas ça, j'enlève la moitié de la note. Prenez des vacances. Et il avait absolument raison, Ravline. Ne pas prendre de repos, surtout quand tu es dans des phases d'apprentissage aussi intenses, c'est garanti que tu vas au craquage. Ouais. Ouais, alors Je suis tatillon sur le sujet du QI parce que j'ai entendu des choses très contradictoires et je m'intéresse un peu à ça, mais vous imaginez que c'est pas forcément là où je passe le plus de temps. Mais manifestement, ça se comprend dans le sens où l'école est globalement faite pour le plus grand nombre. Donc si tu apprends effectivement très très vite, ta tendance après va être de t'emmerder parce que tu as déjà compris. Et c'est une des explications les plus courantes pour certains élèves qui pourraient avoir des notes excellentes, qui sont capables d'apprendre beaucoup de choses très vite, mais qui, parce que les cours vont trop lentement pour eux, ben, ils s'emmerdent. Purement simplement. Tu retranscris tout par mal pour Camelot. Ouais, c'est vrai. On comprend pas grand chose dans notre corps, mais on se dit que découvrir Mars c'est mieux. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir De la lecture. dans votre... Live lecture. Je l'attendais. Eh oh. Bah. Bon, effectivement, merci Ravline pour le petit rappel. On va effectivement partir en lecture. On va y aller même immédiatement. Pourquoi est-ce que j'ai un... Va-t'en, vilain fichier. Je ne te veux pas, j'en veux un autre. Voilà, je veux celui-là. Range-moi cette barre que je ne saurais voir. Veuillez m'ôter ce revêtement bleu que je ne désire pas. Voilà. Et sur ce, alors, pour les gens
Pour les gens qui sont là pour la première fois, le Comte de Monte Cristo, pour la faire extrêmement courte et rapide. Nous suivons les aventures d'un prénommé Edmond Dantès qui devait se marier à la belle Mercedes. Mais, sa situation plutôt prometteuse a fait beaucoup d'envieux, notamment les abominables Danglars, Fernand et de Villefort qui ont tous quatre conspiré et travailler de concert pour mettre le pauvre Edmond en zonzon. Ça fait maintenant plusieurs années que Edmond est en zonze. Il est devenu l'élève de l'abbé Faria, qui était un vieux prêtre italien dont il a fait la connaissance parce que ce dernier avait commencé à creuser littéralement le mur et à trouver des solutions pour essayer de partir. Et dans le dernier épisode, Faria était mort tout simplement des suites d'une maladie qui le condamnait, et ce depuis un temps relativement long. C'est là où nous en étions restés globalement, mais bien sûr, pour vous remettre dans l'ambiance, rien de mieux que le fameux précédemment. Sur ce, chers amis, si vous le voulez bien, l'Aube des songes commence. Précédemment, dans le Comte de Monte Cristo. Vous avez bien fait, Dantès, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. Edmond Dantès, au nom de la loi, je vous arrête. Maintenant, monsieur, que faut-il faire? Attendre. Je réponds de tout. Je demande quel crime j'ai commis. Je demande qu'on me donne des juges. Je demande enfin que l'on me fusille si je suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberté si je suis innocent. Je suis fâché de vous avoir aidé dans vos recherches et de vous avoir dit ce que je vous ai dit. Pourquoi cela? Parce que je vous ai infiltré dans le corps un sentiment qui n'y était point. La vengeance. Vous devriez m'apprendre un peu de ce que vous savez. Ne fût-ce que pour ne pas vous ennuyer avec moi. Comprenez-vous enfin? C'était la déclaration du cardinal Spada et le testament que l'on cherchait depuis si longtemps. Oui. Et vous dites que ce trésor renferme 2 millions d'écus romains. 13 millions à peu près de notre monnaie. Soyez tranquille, je vous sauverai. C'est fini. Ma vous se perd. Ma raison s'enfuit. Votre main, Dantès. N'oubliez pas, Monte Cristo. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton. Sur le lit,
couché dans le sens de la longueur et faiblement éclairé par un jour brumeux qui pénétrait à travers la fenêtre, on voyait un sac de toile grossière, sous les larges plis duquel se dessinait confusément une forme longue et raide. C'était le dernier linceul de Faria. Ce linceul qui, au dire des guichetiers, coûtait si peu cher. Ainsi, tout était fini. Une séparation matérielle existait déjà entre Dantès et son vieil ami. Il ne pouvait plus voir ses yeux qui étaient restés ouverts, comme pour regarder au-delà de la mort. Il ne pouvait plus serrer cette main industrieuse qui avait soulevé pour lui le voile qui couvrait les choses cachées. Faria, l'utile, le bon compagnon auquel il s'était habitué avec tant de force, n'existait plus que dans son souvenir. Alors, il s'assit au chevet de ce lit terrible et se plongea dans une sombre et amère mélancolie. Seul. Il était redevenu seul. Il était retombé dans le silence. Il se retrouvait en face du néant. Seul. Plus même la vue, plus même la voix du seul être humain qui l'attachait encore à la terre. Ne valait-il pas mieux, comme Faria, s'en aller, demander à Dieu l'énigme de la vie, au risque de passer par la porte lugubre des souffrances ? L'idée du suicide, chassée par son ami, écartée par sa présence, revint alors se dresser comme un fantôme près du cadavre de Faria. Si je pouvais mourir, dit-il, j'irais où il va, et je le retrouverais certainement. Mais comment mourir ? C'est bien facile, ajouta-t-il en riant. Je vais rester ici. Je me jetterai sur le premier qui va entrer, je l'étranglerai, et on me guillotinera. Mais comme il arrive que dans les grandes douleurs, comme dans les grandes tempêtes, l'abîme se trouve entre deux cimes de flots, Dantès recula à l'idée de cette mort infamante et passa précipitamment de ce désespoir à une soif ardente de vie et de liberté. Mourir. Oh non, s'écria-t-il, ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu, d'avoir tant souffert pour mourir maintenant. Mourir, c'était bon quand j'en avais pris la résolution, autrefois, il y a des années. Mais maintenant, ce serait véritablement trop aider à ma misérable destinée. Non, non, je veux vivre, je veux lutter jusqu'au bout. Non, je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé, avant que je meure. J'oubliais que j'ai mes bourreaux à punir, et peut-être bien aussi, qui sait, quelques amis à récompenser. Mais à présent, on va m'oublier ici, et je ne sortirai de mon cachot que comme Faria. Mais à cette parole, Edmond resta immobile, les yeux fixes, comme un homme frappé d'une idée subite, mais que cette idée épouvante. Tout à coup, il se leva, porta la main à son front comme s'il avait le vertige, fit 2 ou 3 tours dans la chambre et revint s'arrêter devant le lit. « Oh, murmura-t-il, qui m'envoie cette pensée ? Est-ce vous, mon Dieu ? Puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici, prenons la place des morts. » Et sans perdre le temps de revenir sur cette décision, comme pour ne pas donner à la pensée le terne de détruire cette résolution désespérée, il se pencha vers le sac hideux, l'ouvrit avec le couteau que Faria avait fait, retira le cadavre du sac, l'emporta chez lui, le coucha dans son lit, le coiffa du lambon de linge dont il avait l'habitude de se coiffer lui-même, couvrit de sa couverture, baisa une dernière fois ce front glacé, essaya de refermer ses yeux rebelles,
qui continuait de rester ouvert, effrayant par l'absence de la pensée, tourna la tête le long du mur afin que le geôlier, en apportant son repas du soir, crût qu'il était couché, comme c'était souvent son habitude, rentra dans la galerie, tira le lit contre la muraille, rentra dans l'autre chambre, prit dans l'armoire l'aiguille, le fil, jeta ses haillons pour qu'on sentît bien sous la toile les chairs nues, se glissa dans le sac éventré, se plaça dans la situation où était le cadavre et referma la couture en dedans. On aurait pu entendre battre son cœur si par malheur on fût entré à ce moment. Dantès aurait bien pu attendre après la visite du soir, mais il avait peur que d'ici là, le gouverneur ne changeât de résolution et qu'on enlevât le cadavre. Alors, sa dernière espérance était perdue. En tout cas, maintenant, son plan était arrêté. Voilà ce qu'il comptait faire. Si pendant le trajet les fossoyeurs reconnaissaient qu'ils portaient un vivant au lieu de porter un mort, Dantès ne leur donnait pas le temps de se reconnaître. D'un vigoureux coup de couteau, il ouvrait le sac depuis le haut jusqu'en bas, profitait de leur terreur et s'échappait. S'il voulait l'arrêter, il jouait du couteau. S'il le conduisait jusqu'au cimetière et le déposait dans une fosse, il se laissait couvrir de terre. Puis, comme c'était la nuit, à peine les fossoyeurs avaient-ils le dos tourné qu'il s'ouvrait un passage à travers la terre molle et s'enfuyait. Il espérait que le poids ne serait pas trop grand pour qu'il pût le soulever. S'il se trompait, si au contraire la terre était trop pesante, il mourrait étouffé. Et tant mieux, tout était fini. Dantès n'avait pas mangé depuis la veille. Mais il n'avait pas songé à la faim le matin et il n'y songeait pas encore. Sa position était trop précaire pour lui laisser le temps d'arrêter sa pensée sur aucune autre idée. Le premier danger que courait Dantès, c'était que le geôlier, en lui apportant son souper de 7 heures, s'aperçut de la substitution opérée. Heureusement, 20 fois, soit par misanthropie, soit par fatigue, Dantès avait reçu le geôlier couché. Et dans ce cas, d'ordinaire, cet homme déposait son pain et sa soupe sur la table et se retirait sans lui parler. Mais cette fois, le geôlier pouvait déroger à ses habitudes de mutisme, parler à Dantès, et voyant que Dantès ne lui répondait point, s'approchait du lit et tout découvrir. Lorsque 7 heures du soir approchèrent, les angoisses de Dantès commencèrent véritablement. Sa main, appuyé sur son cœur, essayait d'en comprimer les battements, tandis que de l'autre, il essuyait la sueur de son front qui ruisselait le long de ses tempes. De temps en temps, des frissons lui couraient par tout le corps et lui serraient le cœur comme dans un étau glacé. Alors, il croyait qu'il allait mourir. Les heures s'écoulèrent sans amener aucun mouvement dans le château, et Dantès comprit qu'il avait échappé à ce premier danger. C'était d'un bon augure. Enfin, vers l'heure fixée par le gouverneur, des pas se firent entendre dans l'escalier. Edmond comprit que le moment était venu. Il rappela tout son courage, retenant son haleine. Heureux s'il put retenir en même temps et comme elle les pulsations précipitées de ses artères. On s'arrêta à la porte. Le pas était double. Dantès devina que c'étaient les 2 fossoyeurs qui venaient le chercher. Ce soupçon se changea en certitude quand il entendit le bruit qu'il faisait en déposant la civière. La porte s'ouvrit. Une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le couvrait, il vit 2 ombres s'approcher de son lit. Une 3e à la porte, tenant un falot à la main.
Chacun des deux hommes qui s'étaient approchés du lit saisit le sac par une de ses extrémités. « C'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre !» dit l'un d'eux en le soulevant par la tête. « On dit que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os !» dit l'autre en le prenant par les pieds. « As-tu fait ton nœud ?» demanda le premier. « Je serais bien bête de nous charger d'un poids inutile, dit le second. Je le ferai là-bas. »« Tu as raison. Partons alors. » Pourquoi ce nœud ? Se demanda Dantès. On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière, et le cortège, éclairé par l'homme au falot qui marchait devant, monta l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le Mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse. Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s'arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. Un des porteurs s'éloigna, et Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-il. « Sais-tu qu'il n'est pas léger du tout ?» dit celui qui était resté près de Dantès en s'asseyant sur le bord de la civière. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint. « Éclaire-moi donc, animal !» dit celui des deux porteurs qui s'étaient éloignés, « ou je ne trouverai jamais ce que je cherche. » L'homme au falot obéit à l'injonction, quoique, comme on l'a vu, elle fut faite en termes peu convenables. « Que cherche-t-il donc ?» se demanda Dantès. « Une bêche, sans doute. » Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait. « Enfin !» dit l'autre. « Ce n'est pas sans peine. »« Oui, » répondit-il, « mais il n'aura rien perdu pour attendre. » À ces mots, il se rapprocha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. « Eh bien, le nœud est-il fait ?» demanda celui des fossoyeurs qui était resté inactif. « Eh bien fait !» dit l'autre. « Je t'en réponds. »« En ce cas, en route !» Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit 50 pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des falots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avança. « Mauvais temps !» dit l'un des porteurs. « Il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit. »« Oui, la baie court un grand risque d'être mouillée !» dit l'autre. Et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur sa tête. « Bon, nous voilà arrivés, » reprit le premier. « Plus loin, dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. » On fit encore 4 ou 5 pas en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds, et qu'on le balançait. « Une !» dirent les fossoyeurs. « 2 !» 3 !» En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin,
Avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer est le cimetière du château d'If. Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine, et, comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras, puis la tête. Mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors, il se cambra, cherchant la corde qui liait ses jambes, et par un effort suprême, il la trancha précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer, tandis que le boulet l'entraînait dans ses profondeurs inconnues, le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul. Dantès ne prit que le temps de respirer et plongea une seconde fois, car la première précaution qu'il devait prendre était d'éviter les regards. Lorsqu'il reparut pour la seconde fois, il était déjà à 50 pas au moins du lieu de sa chute. Il vit au-dessus de sa tête un ciel noir et tempétueux, à la surface duquel le vent balayait quelques nuages rapides, découvrant parfois un petit coin d'azur rehaussé d'une étoile. Devant lui s'étendait la plaine sombre et mugissante, dont les vagues commençaient à bouillonner comme à l'approche d'une tempête, tandis que, derrière lui, plus noir que la mer, plus noir que le ciel, montait, comme un fantôme menaçant, le géant de granit, dont la pointe sombre semblait un bras étendu pour ressaisir sa proie. Sur la roche la plus haute était un falot éclairant deux ombres. Il lui sembla que ces deux ombres se penchaient sur la mer avec inquiétude. En effet, ces étranges fossoyeurs devaient avoir entendu le cri qu'il avait jeté en traversant l'espace. Dantès plongea de nouveau et fit un trajet assez long entre deux eaux. Cette manœuvre lui était jadis familière et attirait d'ordinaire autour de lui, dans l'anse du pharaon, de nombreux admirateurs, lesquels l'avaient proclamé bien souvent le plus habile nageur de Marseille. Lorsqu'il revint à la surface de la mer, le falot avait disparu. Il fallait s'orienter.
De toutes les îles qui entourent le château d'If, Ratonneau et Pomègue sont les plus proches. Mais Ratonneau et Pomègue sont habités. Il en est ainsi de la petite île de Dôme. L'île la plus sûre était donc celle de Thiboulin ou de Lemaire. Les îles de Thiboulin et de Lemaire sont à 1 lieue du château d'If. Dantès ne résolut pas moins de gagner une de ces 2 îles. Mais comment trouver ces îles au milieu de la nuit qui s'épaississait à chaque instant autour de lui? En ce moment, il vit briller comme une étoile le phare de Planier. En se dirigeant droit sur ce phare, il laissait l'île de Thiboulin un peu à gauche. Et en appuyant un peu à gauche, il devait donc rencontrer cette île sur son chemin. Mais nous l'avons dit, il y avait 1 lieue au moins du château d'If à cette île. Souvent, dans la prison, Faria répétait au jeune homme, en le voyant abattu et paresseux, « Dantès, ne vous laissez pas aller à cet amollissement. Vous vous noierez si vous essayez de vous enfouir et que vos forces n'aient pas été entretenues. » Sous l'onde lourde et amère, cette parole était venue titiller aux oreilles de Dantès. Il avait eu hâte de remonter alors et de fendre les lames pour voir si effectivement il n'avait pas perdu de ses forces. Il vit avec joie que son inaction forcée ne lui avait rien ôté de sa puissance et de son agilité, et sentit qu'il était toujours maître de l'élément où, tout enfant, il s'était joué. D'ailleurs, la peur, cette rapide persécutrice, doublait la vigueur de Dantès. Il écoutait, penché sur la cime des flots, si aucune rumeur n'arrivait jusqu'à lui. Chaque fois qu'il s'élevait à l'extrémité d'une vague, son rapide regard embrassait l'horizon visible et essayait de plonger dans l'épaisse obscurité. Chaque flot un peu plus élevé que les autres flots lui semblait une barque à sa poursuite. Et alors, il redoublait d'efforts qui l'éloignaient sans doute, mais dont la répétition devait promptement user ses forces. Il nageait cependant. Et déjà, le château terrible s'était un peu fondu dans la vapeur nocturne. Il ne le distinguait pas, mais il le sentait toujours. 1 heure s'écoula pendant laquelle Dantès, exalté par le sentiment de la liberté qui avait envahi toute sa personne, continua de fendre les flots dans la direction qu'il s'était faite. « Voyons, » se disait-il, « voilà bientôt 1 heure que je nage. Mais comme le vent m'est contraire, j'ai dû perdre 1/4 de ma rapidité. Cependant, à moins que je ne me sois trompé de ligne, je ne dois pas être loin de Thiboulin maintenant. Mais si je m'étais trompé... » Un frisson passa par tout le corps du nageur. Il essaya de faire un instant la planche pour se reposer, mais la mer devenait de plus en plus forte, et il comprit bientôt que ce moyen de soulagement sur lequel il avait compté était impossible. « Eh bien, dit-il, soit, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes bras se lassent, jusqu'à ce que les crampes envahissent mon corps, et alors je coulerai à flot. » Et il se mit à nager avec la force et l'impulsion du désespoir. Tout à coup, il lui sembla que le ciel, déjà si obscur, s'assombrissait encore, qu'un nuage épais, lourd, compact s'abaissait vers lui. En même temps, il sentit une violente douleur au genou. L'imagination, avec son incalculable vitesse, lui dit alors que c'était le choc d'une balle et qu'il allait immédiatement entendre l'explosion du coup de fusil. Mais l'explosion ne retentit pas. Dantès allongea la main et sentit une résistance. Il retira son autre jambe, l'attira à lui et toucha la terre. Il vit alors
quel était l'objet qu'il avait pris pour un nuage. À 20 pas de lui s'élevait une masse de rochers bizarres qu'on prendrait pour un foyer immense pétrifié au moment de sa plus ardente combustion. C'était l'île de Tiboulin. Dantès se releva, fit quelques pas en avant et s'étendit en remerciant Dieu sur ces pointes de granit qui lui semblèrent à cette heure plus douces que ne lui avait jamais paru le lit le plus doux. Puis, malgré le vent, malgré la tempête, malgré la pluie qui commençait à tomber, brisé de fatigue qu'il était, il s'endormit de ce délicieux sommeil de l'homme chez lequel le corps s'engourdit, mais dont l'âme veille avec la conscience d'un bonheur inespéré. Au bout d'une heure, Edmond se réveilla sous le grondement d'un immense coup de tonnerre. La tempête était déchaînée dans l'espace et battait l'air de son vol éclatant. De temps en temps, un éclair descendait du ciel comme un serpent de feu, éclairant les flots et les nuages qui roulaient au-devant les uns des autres comme les vagues d'un immense chaos. Dantès, avec son coup d'œil de marin, ne s'était pas trompé. Il avait abordé à la première des deux îles, qui est effectivement celle de Tiboulin. Il la savait nue, découverte, et n'offrant pas le moindre asile. Mais quand la tempête serait calmée, il se remettrait à la mer et gagnerait à la nage l'île Le Maire, aussi aride mais plus large et par conséquent plus hospitalière. Une roche qui surplombait offrit un abri momentané à Dantès. Il s'y réfugia et presque au même moment, la tempête éclata dans toute sa fureur. Edmond sentait trembler la roche sous laquelle il s'abritait. Les vagues, se brisant contre la base de la gigantesque pyramide, rejaillissaient jusqu'à lui. Tout en sûreté qu'il était, il était au milieu de ce bruit profond, au milieu de ces éblouissements fulgurants, pris d'une espèce de vertige. Il lui semblait que l'île tremblait sous lui, et d'un moment à l'autre allait, comme un vaisseau à l'ancre, briser son câble et l'entraîner au milieu de l'immense tourbillon. Il se rappela alors que depuis 24 heures, il n'avait pas mangé. Il avait faim, il avait soif. Dantès étendit les mains et la tête et but l'eau de la tempête dans le creux d'un rocher. Comme il se relevait, un éclair qui semblait ouvrir le ciel jusqu'au pied du trône éblouissant de Dieu illumina l'espace. À la lueur de cet éclair, entre l'île Le Maire et le cap de Croisy, à un quart de lieue de lui, Dantès vit apparaître, comme un spectre glissant du haut d'une vague dans un abîme, un petit bâtiment pêcheur emporté à la fois par l'orage et par le flot. Une seconde après, à la cime d'une autre vague, le fantôme reparut, s'approchant avec une effroyable rapidité. Dantès voulut crier, chercha quelques lambeaux de linge à agiter en l'air pour leur faire voir qu'ils se perdaient, mais ils le voyaient bien eux-mêmes. À la lueur d'un autre éclair, le jeune homme vit 4 hommes cramponnés aux mâts et aux étais. Un 5e se tenait à la barre du gouvernail brisé. Ces hommes qu'il voyait le virent aussi sans doute, car des cris désespérés, emportés par la rafale sifflante, arrivèrent à son oreille. Au-dessus du mât, tordu comme un roseau, claquait en l'air, à coups précipités, une voile en lambeaux. Tout à coup, les liens qui la retenaient encore se rompirent, et elle disparut, emportée dans les sombres profondeurs du ciel, pareille à ces grands oiseaux blancs qui se dessinent encore sur les nuages. En même temps, un craquement effrayant se fit entendre. Des cris d'agonie arrivèrent jusqu'à Dantès. Cramponné comme un sphinx à son rocher,
d'où il plongeait sur l'abîme, un nouvel éclair lui montra le petit bâtiment brisé et parmi les débris, des têtes aux visages désespérés, des bras étendus vers le ciel. Puis, tout rentra dans la nuit. Le terrible spectacle avait eu la durée de l'éclair. Dantès se précipita sur la pente glissante des rochers, au risque de rouler lui-même dans la mer. Il regarda, il écouta, mais il n'entendit et ne vit plus rien. Plus de cris, plus d'efforts humains. La tempête seule, cette grande chose de Dieu, continuait de rugir avec les vents et d'écumer avec les flots. Peu à peu, le vent s'abattit. Le ciel roula vers l'Occident de gros nuages gris, pour ainsi dire déteints par l'orage. L'azur reparut avec les étoiles plus scintillantes que jamais. Bientôt, vers l'est, une longue bande rougeâtre dessina à l'horizon des ondulations d'un bleu noir. Les flots bondirent. Une subite lueur courut sur leur cime et changea leur cime écumeuse en crinière d'or. C'était le jour. Dantès resta immobile et muet devant ce grand spectacle, comme s'il le voyait pour la première fois. En effet, depuis le temps qu'il était au château d'If, il avait oublié. Il se retourna vers la forteresse, interrogeant à la fois d'un long regard circulaire la terre et la mer. Le sombre bâtiment sortait du sein des vagues avec cette imposante majesté des choses immobiles, qui semble à la fois surveiller et commander. Il pouvait être 5 heures du matin. La mer continuait de se calmer. Dans 2 ou 3 heures, se dit Edmond, le porte-clés va entrer dans ma chambre, trouvera le cadavre de mon pauvre ami, le reconnaîtra, me cherchera vainement et donnera l'alarme. Alors on trouvera le trou, la galerie, on interrogera ces hommes qui m'ont lancé à la mer et qui ont dû entendre le cri que j'ai poussé. Aussitôt des barques remplies de soldats armés courront après le malheureux fugitif qu'on sait bien ne pas être loin. Le canon avertira toute la côte qu'ils ne font point donner asile à un homme qu'on rencontrera nu et affamé. Les espions et les alguazils de Marseille seront avertis et battront la côte, tandis que le gouverneur du château d'If fera battre la mer. Alors, traqué sur l'eau, cerné sur la mer, que deviendrai-je ? J'ai faim, j'ai froid. J'ai lâché jusqu'au couteau sauveur qui me gênait pour me nager. Je suis à la merci du premier paysan qui voudra gagner 20 francs en me livrant. Je n'ai plus ni force, ni idée, ni résolution. Oh mon Dieu, mon Dieu, voyez si j'ai assez souffert. Et si vous pouvez faire pour moi plus que je ne puis faire pour moi-même. Au moment où Edmond, dans une espèce de délire occasionné par l'épuisement de sa force et le vide de son cerveau, prononçait anxieusement, tourné vers le château d'If, cette prière ardente, il vit apparaître, à la pointe de l'île de Pomègue, dessinant sa voile latine à l'horizon et pareil à une mouette qui vole en rasant le flot, un petit bâtiment que l'œil d'un marin pouvait seul reconnaître pour une tartane génoise, sur la ligne encore à demi obscure de la mer. Elle venait du port de Marseille et gagnait le large en poussant l'écume étincelante devant la proue aiguë qui ouvrait une route plus facile à ses flancs rebondis. « Oh !» s'écria Edmond. « Dire que dans une demi-heure j'aurais rejoint ce navire si je ne craignais pas d'être questionné, reconnu pour un fugitif et reconduit à Marseille. Que faire ? Que dire ? Quelle fable inventer dont il puisse être la dupe ? Ces gens sont tous des contrebandiers, des demi-pirates. Sous le prétexte de faire le cabotage, ils écument les côtes. Ils aimeront mieux me vendre
que de faire une bonne action stérile. Attendons. Mais attendre est chose impossible. Je meurs de faim. Dans quelques heures, le peu de force qui me reste sera évanoui. D'ailleurs, l'heure de la visite approche. L'éveil n'est pas encore donné. Peut-être ne se doutera-t-il de rien. Je puis me faire passer pour un des matelots de ce petit bâtiment qui s'est brisé cette nuit. Cette fable ne manquera point de vraisemblance. Nul ne viendra pour me contredire. Ils sont bien engloutis tous. Allons. Et tout en disant ces mots, Dantès tourna les yeux vers l'endroit où le petit navire s'était brisé et tressaillit. À l'arête d'un rocher était resté accroché le bonnet phrygien d'un des matelots naufragés. Et tout près de là flottaient quelques débris de la carène, solives inertes que la mer poussait et repoussait contre la base de l'île qu'elle battait comme d'un puissant bélier. En un instant, la résolution de Dantès fut prise. Il se remit à la mer, nagea vers le bonnet, s'en couvrit la tête, saisit une des solives et se dirigea pour couper la ligne que devait suivre le bâtiment. « Maintenant, je suis sauvé, » murmura-t-il. Et cette conviction lui rendit des forces. Bientôt, il aperçut la tartane qui, ayant le vent presque debout, courait des bordées entre le château d'If et la tour de Planier. Un instant, Dantès craignit qu'au lieu de serrer la côte, le petit bâtiment ne gagnât le large, comme il eût fait par exemple si sa destination eût été pour la Corse ou pour la Sardaigne. Mais, à la façon dont il manœuvrait, le nageur reconnut bientôt qu'il désirait passer, comme c'est l'habitude des bâtiments qui vont en Italie, entre l'île de Jaros et l'île de Cala-Sereigne. Cependant, le navire et le nageur approchaient insensiblement l'un de l'autre. Dans une de ces bordées, le petit bâtiment vint même à un quart de lieue à peu près de Dantès. Il se souleva alors sur les flots, agitant son bonnet en signe de détresse, mais personne ne le vit sur le bâtiment, qui vira le bord et recommença une nouvelle bordée. Dantès songea à appeler, mais il mesura de l'œil la distance et comprit que sa voix n'arriverait point jusqu'au navire, emportée et couverte qu'elle serait auparavant par la brise de la mer et le bruit des flots. C'est alors qu'il se félicita de cette précaution qu'il avait prise de s'étendre sur une solive. Affaibli comme il était, peut-être n'eût-il pas pu se soutenir sur la mer jusqu'à ce qu'il eût rejoint la tartane. Et, à coup sûr, si la tartane, ce qui était possible, passait sans le voir, il n'eût pas pu la regagner la côte. Dantès, quoiqu'il fût à peu près certain de la route que suivait le bâtiment, l'accompagna des yeux avec une certaine anxiété jusqu'au moment où il lui vit faire son abatté et revenir à lui. Alors, il s'avança à sa rencontre. Mais avant qu'ils se fussent joints, le bâtiment commença à virer de bord. Aussitôt Dantès, par un effort suprême, se leva presque debout sur l'eau, agitant son bonnet et jetant un de ces cris lamentables comme en poussent les marins en détresse et qui semblent la plainte de quelque génie de la mer. Cette fois, on le vit et on l'entendit. La tartane interrompit sa manœuvre et tourna le cap de son côté. En même temps, il vit qu'on se préparait à mettre une chaloupe à la mer. Un instant après, la chaloupe, montée par 2 hommes, se dirigea de son côté, battant la mer de son double aviron. Dantès alors laissa glisser la solive dont il pensa n'avoir plus besoin et nagea vigoureusement pour épargner la moitié du chemin à ceux qui venaient à lui. Cependant,
Le nageur avait compté sur des forces presque absentes. Ce fut alors qu'il sentit de quelle utilité lui avait été ce morceau de bois qui flottait déjà, inerte, à 100 pas de lui. Ses bras commençaient à se roidir, ses jambes avaient perdu leur flexibilité, ses mouvements devenaient durs et saccadés. Sa poitrine était haletante. Il poussa un grand cri. Les deux rameurs redoublèrent d'énergie, et l'un d'eux lui cria en italien « Coraggio !» Le mot lui arriva au moment où une vague, qu'il n'avait plus la force de surmonter, passait au-dessus de sa tête et le couvrait d'écume. Il reparut, battant la mer de ses mouvements inégaux et désespérés d'un homme qui se noie, poussa un troisième cri et se sentit enfoncé dans la mer comme s'il eût encore au pied le boulet mortel. L'eau passa par-dessus sa tête et, à travers l'eau, il vit le ciel livide avec des taches noires. Un violent effort le ramena à la surface de la mer. Il lui sembla alors qu'on le saisissait par les cheveux, puis il ne vit plus rien. Il n'entendit plus rien. Il était évanoui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Dantès se retrouva sur le pont de la Tartane qui continuait son chemin. Son premier regard fut pour voir quelle direction elle suivait. On continuait de s'éloigner du château d'If. Dantès était tellement épuisé que l'exclamation de joie qu'il fit fut prise pour un soupir de douleur. Comme nous l'avons dit, il était couché sur le pont. Un matelot lui frottait les membres avec une couverture de laine. Un autre, qu'il reconnut pour celui qui avait crié « Coraggio », lui introduisait l'orifice d'une gourde dans la bouche. Un troisième, vieux marin, qui était à la fois le pilote et le patron, le regardait avec le sentiment de pitié égoïste qu'éprouvent en général les hommes pour un malheur auquel ils ont échappé la veille et qui peut les atteindre le lendemain. Quelques gouttes de rhum que contenait la gourde ranimèrent le cœur défaillant du jeune homme, tandis que les frictions que le matelot, à genoux devant lui, continuait d'opérer avec de la laine, rendaient l'élasticité à ses membres. « Qui êtes-vous » demanda en mauvais français le patron. « Je suis, » répondit Dantès en mauvais italien, « un matelot maltais. Nous venions de Syracuse. Nous étions chargés de vin et de panoline. Le grain de cette nuit nous a surpris au cap Morgiou et nous avons été brisés contre ces rochers que vous voyez là-bas. » « D'où venez-vous ?»« De ces rochers, où j'avais eu le bonheur de m'en cramponner, tandis que notre pauvre capitaine s'y brisait la tête. Nos 3 autres compagnons se sont noyés. Je crois que je suis le seul qui reste vivant. J'ai aperçu votre navire, et craignant d'avoir longtemps à attendre sur cette île isolée et déserte, je me suis hasardé sur un débris de notre bâtiment pour essayer de venir jusqu'à vous. Grazie, continua Dantès. Vous m'avez sauvé la vie. J'étais perdu quand l'un de vos matelots m'a saisi par les cheveux. C'est moi, dit un matelot à la figure franche et ouverte, encadré de longs favoris noirs. Et il était temps, vos colliers. Oui, dit Dantès en lui tendant la main. Oui, mon ami, et je vous remercie une seconde fois. Ma foi, dit le marin, j'hésitais presque. Avec votre barbe de 6 pouces de long et vos cheveux en pied,
Vous aviez plus l'air d'un brigand que d'un honnête homme. » Dantès se rappela effectivement que depuis qu'il était au château d'If, il ne s'était pas coupé les cheveux et ne s'était point fait la barbe. « Oui, dit-il, c'est un vœu que j'avais fait à Notre-Dame del Pille de la Grotta, dans un moment de danger, d'être 10 ans sans couper mes cheveux ni ma barbe. C'est aujourd'hui l'expiration de mon vœu, et j'ai failli me noyer pour mon anniversaire. Maintenant, qu'allons-nous faire de vous ? Demanda le patron. Hélas, répondit Dantès, ce que vous voudrez. La felouque que je montais est perdue, le capitaine est mort. Comme vous le voyez, j'ai échappé au même sort, mais absolument nu. Heureusement, je suis assez bon matelot. Jetez-moi dans le premier port où vous le relâcherez, et je trouverai toujours de l'emploi sur un bâtiment marchand. Vous connaissez la Méditerranée ? J'y navigue, depuis mon enfance. Vous savez les bons mouillages ? Il y a peu de ports, même des plus difficiles, dans lesquels je ne puisse entrer et dont je ne puisse sortir les yeux fermés. « Mais dis donc, patron !» demanda le matelot qui avait crié courage à Dantès. « Si le camarade dit vrai, qui empêche qu'il reste avec nous ?»« S'il dit vrai, dit le patron d'un air de doute, mais dans l'état où est le pauvre diable, on promet beaucoup, quitte à tenir ce que l'on peut. »« Je tiendrai plus que je n'ai promis, » dit Dantès. « fit le patron en riant. « Nous verrons cela. »« Quand vous voudrez, » reprit Dantès en se relevant. « Où allez-vous ? » ?»« À Livourne. »« Eh bien, alors, au lieu de courir des bordées qui vous font perdre un temps précieux, pourquoi ne serrez-vous pas tout simplement le vent au plus près ? » ?»« Parce que nous irions donner droit sur l'île de Rion. » »« Vous en passerez à plus de 20 brasses. »« Prenez donc votre gouvernail, » dit le patron, « et que nous jugions de votre science. » Le jeune homme alla s'asseoir au gouvernail, s'assura par une légère pression que le bâtiment était obéissant, et voyant que, sans être de première finesse, il ne refusait pas, « Au bras et aux boulines !» dit-il. Les 4 matelots qui formaient l'équipage coururent à leur poste, tandis que le patron les regardait faire. « Allez !» continua Dantès. Les matelots obéirent avec assez de précision. « Et maintenant, amarrez bien !» Cet ordre fut exécuté comme les 2 premiers, et le petit bâtiment, au lieu de continuer de courir des bordées, commença de s'avancer vers l'île de Riton, près de laquelle il passa, comme l'avait prédit Dantès, en la laissant par tribord à une vingtaine de brasses. « Bravo !» dit le patron. « Bravo !» répétèrent les matelots. Et tous regardaient émerveillés cet homme dont le regard avait retrouvé une intelligence et le corps une vigueur qu'on était loin de soupçonner en lui. « Vous voyez, » dit Dantès en quittant la barre, « que je pourrais vous être de quelque utilité, pendant la traversée du moins. Si vous ne voulez pas de moi à Livourne, eh bien, vous me laisserez là. Et sur mes premiers mois de solde, je vous rembourserai ma nourriture et les habits que vous allez me prêter. »« C'est bien, dit le patron. Nous pourrons vous arranger, si vous êtes raisonnable. »« Un homme vaut un homme, dit Dantès. Ce que vous donnerez aux camarades, vous me le donnerez et tout sera dit. »« Ce n'est pas juste, dit le matelot qui avait tiré Dantès de la mer, car vous en savez plus que nous. »
De quoi diable te mêles-tu? Cela te regarde-t-il, Jacopo? Dit le patron. Chacun est libre de s'engager pour la somme qui lui convient. C'est juste, dit Jacopo. C'était une simple observation que je faisais. Eh bien, tout fera mieux de prêter main forte à ce brave garçon qui est tout nu, un pantalon et une vareuse. Qui est tout nu. Un pantalon et une vareuse, si toutefois tu en as une de rechange. Non, dit Jacopo. Mais j'ai une chemise et un pantalon. C'est tout ce qu'il me faut, dit Dantès. Merci, mon ami. Jacopo se laissa glisser par l'écoutille et remonta un instant après avec les 2 vêtements que Dantès revêtit avec un indicible bonheur. « Maintenant, vous faut-il encore autre chose ?» demanda le patron. « Un morceau de pain, et une seconde gorgée de cet excellent rhum dont j'ai déjà goûté, car il y a bien longtemps que je n'ai rien pris. » En effet, il y avait 40 heures à peu près. On apporta à Dantès un morceau de pain et Jacopo lui présenta la gourde. « La barre à bâbord !» cria le capitaine en se retournant vers le timonier. Dantès jeta un coup d'œil du même côté en portant la gourde à sa bouche, mais la gourde resta à moitié chemin. « Tiens !» demanda le patron. « Que se passe-t-il donc au château d'If ?» En effet, un petit nuage blanc, nuage qui avait attiré l'attention de Dantès, venait d'apparaître, couronnant les créneaux du bastion sud du château d'If. Une seconde après, le bruit d'une explosion lointaine vint mourir à bord de la tartane. Les matelots levèrent la tête en se regardant les uns les autres. « Que veut dire cela ?» demanda le patron. « Il se sera sauvé quelques prisonniers cette nuit, » dit Dantès, « et l'on tire le canon d'alarme. » Le patron jeta un regard sur le jeune homme qui, en disant ces paroles, avait porté la gourde à sa bouche. Mais il le vit savourer la liqueur qu'elle contenait avec tant de calme et de satisfaction que, s'il eût eu un soupçon quelconque, ce soupçon ne fit que traverser son esprit et mourut aussitôt. « Voilà du rhum qui est diablement fort !» fit Dantès, essuyant avec la manche de sa chemise son front ruisselant de sueur. « En tout cas, murmura le patron en le regardant, si c'est lui, tant mieux, car j'ai fait là l'acquisition d'un fier homme. » Sous le prétexte qu'il était fatigué, Dantès demanda alors à s'asseoir au gouvernail. Le timonier, enchanté d'être relayé dans ses fonctions, consulta de l'œil le patron, qui lui fit signe de la tête qu'il pouvait remettre la barre à son nouveau compagnon. Dantès, ainsi placé, put rester les yeux fixés du côté de Marseille. Quel quantième du mois tenons-nous ? Demanda Dantès à Jacopo, qui était venu s'asseoir après de lui, en perdant de vue le château d'If. « Le 28 février, répondit celui-ci. « De quelle année ? Demanda encore Dantès. « Comment de quelle année ? Vous demandez de quelle année ? Oui, reprit le jeune homme, je vous demande de quelle année. Vous l'avez oublié, l'année où nous sommes ? Que voulez-vous ? J'ai eu si grande peur cette nuit, dit en riant Dantès, que j'ai failli en perdre l'esprit, si bien que ma mémoire en est demeurée toute troublée. Je vous demande donc, le 28 février, de quelle année nous sommes ? De l'année 1829, dit Jacopo.
il y avait 14 ans, jour pour jour, que Dantès avait été arrêté. Il était entré à 19 ans au château d'If. Il en sortait à 33. Un sourire douloureux passa sur ses lèvres. Il se demanda ce qu'était devenue Mercédès pendant ce temps où elle avait dû le croire mort. Puis, un éclair de haine s'alluma dans ses yeux en songeant à ces 3 hommes auxquels il devait une si longue et si cruelle captivité. Et il renouvela contre Danglars, Fernand et Villefort ce serment d'implacable vengeance qu'il avait déjà prononcé dans sa prison, et ce serment n'était plus une vaine menace, car à cette heure, le plus fin voilier de la Méditerranée n'eût certes pu rattraper la petite tartane qui cinglait à pleine voile vers Livourne. Et voilà, chers amis, c'est tout pour ce soir pour le conte de Monte Cristo. La suite sera la semaine prochaine, jeudi prochain, à 19h très exactement. Mais ce n'est pas la dernière fois de la semaine que nous nous voyons, puisque le prochain rendez-vous, c'est samedi matin à 9h pour le Café des Fables. Et je le dis en direct pour les gens qui n'ont pas encore eu l'information sur le Discord, mais je vous avais annoncé qu'on allait peut-être commencer le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. J'aurai clairement pas le temps de le préparer d'ici à samedi matin, donc on poursuivra les lettres de Montmoulin parce que globalement j'ai le temps de les préparer sans le moindre souci, et puis ça me va pour cette semaine-ci d'avoir quelque chose d'encore assez léger. Voilà. Comment vous êtes encore dans le clavardage? Comment ça se passe pour vous? Qui est encore présent? Paf paf pouf. Ah, ouh, il y a eu du rififi dans le clavardage pendant que j'étais pas là. Merci beaucoup à Kazoo et potentiellement aux autres modérateurs qui ont fait encore du boulot. Si ça sent le troll beaucoup trop présent sur Kazoo, t'hésites pas à bannir. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'efficacité du Kazoo n'est plus approuvée. Ce qui est assez plaisant. Pif paf pouf. Ouais, Edmond est plus en 11. Incroyable. D'accord, bon bah... Il a compris que ça ne passerait pas. Bien joué, Kazoo, de l'excellent travail. Soulagé pour Dantès, vivement sa vengeance. Oui, Sweetplot DB, mais je pense que la vengeance de Dantès va être un plat qui va se manger congelé. Parce que je vous rappelle que nous sommes toujours dans le premier tome du conte de Monte Cristo et qu'il y en a 4. Donc, je m'autorise à penser que de la vengeance, il va avoir clairement le temps de la préparer et qu'elle risque d'être extrêmement vénère. D'ailleurs, petite interrogation perso, où est-ce qu'on en est sur ce premier tome?
Je rappelle que comme l'histoire est globalement assez longue, tous les tomes finis, on fait une pause de 1 ou 2 lives, histoire de décompresser un peu et de laisser aux gens qui prendraient l'histoire en cours de route de rattraper éventuellement leur retard. Pouf, 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 vite, s'il vous plaît, vite. Non, non, je ne veux pas la miniature pour le live des 100. La miniature pour le live des 100, ça a été posté cet après-midi. C'est pour les gens qui veulent regarder les rediffusions. C'est pas ça que je veux. Création. Voilà. Non, pas le Café des Fables. Oui, live lecture. Conte de Monte Cristo. Oui, nous y sommes. Donc. Oh! Mais, c'est qu'on s'approche de la fin du premier tome, chers amis. On s'en approche lentement, mais sûrement. Il nous reste très exactement 10 chapitres dans le premier tome. Donc, comme quoi, on avance petit à petit, mais ça se fait. Ça se fait. Ce qui est, ma foi, une très très bonne nouvelle. Je vous cache pas que quand on a commencé, je me rendais pas compte du marathon intersidéral que ça allait être. Après la première semaine, je m'en suis rendu compte et ça a fait... Et puis là maintenant, je me suis en train de me dire... finalement, petit à petit, on va arriver au bout et quand on y sera arrivé, je pense qu'on aura même finalement pas tant vu le temps passer que ça. Bon, ce serait une lapalissade de dire que le style de Dumas est très bon et que ça fait passer ça comme une lettre à la poste. Mais ça fait effectivement beaucoup. Oui, cette histoire est absolument trop bien, Sweet Pelote DB. Et d'ailleurs, je profite pour remercier Livia qui, en gros, a donné l'idée du conte de Monte Cristo et qui, dans la vraie vie de la réalité véritable, me relançait très régulièrement pour que je le lise. Oh là là, le kazoo qui passe de la pommade. C'est bien, mais là, des glaçons passeraient mieux. Bien, d'ailleurs, parlant de glaçons, chers amis, je vais pas tarder à vous laisser. Vraiment, la chaleur est en train de me tuer. C'est vraiment super chaud. Je sens la fatigue arriver globalement. Donc, je vais vraiment pas tarder. Oh, merci, Raveline. Dis-toi que je passe de la crème glacée. Oh, fallait pas me dire ça. J'y avais pas pensé. J'avoue qu'une crème glacée, là, ça passerait tellement bien. D'ailleurs, attends. Oh, génial. Génial. Merci beaucoup. Je vais faire ça demain. Trop bien. L'émerveillement à quasiment 23h. C'est... Ouais, demain je vais faire ça et ça va être trop bien. Ah oui, ça peut être tendancieux, Raveline, mais globalement, vous ne savez pas ce qui se passe quand le stream est arrêté et qu'on continue de discuter les lundis soirs avec les joueurs. Ça, vous ne le savez pas. C'est pas parce que vous avez vaguement identifié qu'ils étaient dans ma cave que vous savez tout. Oui. C'est ça, mais je pense que ça va devenir un truc personnel. C'est un problème privé, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Faut juste que je l'isole, mais cette semaine, je n'ai vraiment pas trouvé le temps de faire ça. Parce que cette semaine, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se chevaucher. Il y a la fin de la création du numéro de rue qui sera terminé semaine prochaine, je crois. Semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce qu'on pensait terminer cette semaine-ci, mais en fait, on a dû faire le tour des lieux où on pourrait jouer. Ce qui a pris un temps assez conséquent. Donc du coup, on pourra terminer vraiment d'ici 1 ou 2 semaines.
Il y a ça. Les lives, il y a les lives décents. L'air de rien, le live décent, même si je ne l'ai pas préparé en soi, il y avait la préparation OBS, il y a eu plein mal de trucs à préparer, donc ça a pris quand même un temps assez conséquent. Il y a le Café des Fables toujours. Mais oui, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les répétitions de spectacle, c'est bête, mais ça prend vite, ça prend vite 4 heures sur une journée. Et 4 heures sur une journée, plus en tout cas 2 heures pour les live Twitch, plus 2 heures d'entraînement sportif, plus l'écriture des nouvelles pour le samedi, pour le dimanche, avec toutes les petites choses du quotidien, l'air de rien, les journées sont vite remplies. C'est 4 heures de répétition, ça pourrait me servir de préparer des choses un peu plus secondaires. Mais ça va venir. Une nouvelle commande, cela ne nous regarde pas. Je pense qu'on va la mettre, franchement. D'ailleurs, bien remis du live décent. Oui, absolument. Absolument. C'était absolument incroyable et je réitère encore mes remerciements à Bavard, Kazoo, Alexis et à tous ceux aussi qui ont joué le jeu, parce qu'il y a Pierre aussi qui a tenu le secret et qui est venu faire une intervention. Tous les autres ont fourni des photos pour qu'on puisse avoir les animations. Donc vraiment, merci beaucoup à l'équipe. Ça m'a en fait vraiment beaucoup touché en fait, de voir l'investissement de l'équipe pour ce live décent. Je m'attendais à ce qu'on fasse un truc sympa, mais ça a vraiment dépassé ce que je pensais qu'on ferait. Et ça me touche vraiment beaucoup. D'autant plus que vous étiez super, que c'était vraiment chouette d'être joueur pour une fois. Et là, en plus, avec quel scénario, c'était vraiment super plaisant. Je me suis beaucoup plu à ça. Et j'insiste, si vous n'avez pas vu la rediffusion, allez la regarder. C'est... Non, mais c'est très bien une idée de faire un live en costard, Kazoo. D'ailleurs, je pensais que pour un live anniversaire, on pourrait faire, ce serait genre au mois d'août, mais la partie, ce serait jeu de rôle, les bronzés font du ski, avec tenue déguisée. Donc cagoule, veste doudoune, combinaison de ski. Et on mange une fondue. Ça paraît plutôt cool, non? Non? Allez! Alors oui, je suis d'accord, mais on fait soit ça avec une climatisation, soit on le fait à Glacier 3000. Souscrivez à l'Aube des Songes pour fournir des lives de qualité. Commande, on se retrouve sur le Tipeee pour permettre des lives en temps réel. Pas des parties de jeux de rôle en décor réel. Ah, fournir le fromage. C'est fou parce que c'est pas du tout le temps, mais j'ai des envies de fromage en ce moment, c'est hallucinant. Salut à toi, jeune mécène, absolument. D'ailleurs, on va craquer jusqu'au bout. Hop. Ah, mon Dieu. C'est ça que je voulais. Attendez. Hops. Voilà. Donc, salut à toi, jeune mécène. Voilà ce que tu dois savoir. Bien, les amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous rappelle, les prochains rendez-vous, c'est samedi matin à 9 h pour le Café des Fables. Lundi, on sera en live jeu de rôle. C'est un maître du donjon, si je ne m'abuse.
Je vais vérifier plutôt que je vous dise n'importe quoi. Question vite répondue. Ah là là. La commande mécène n'existe pas, Raveline. Le salut à toi, jeu de mécène, je l'ai gardé pour faire un son d'abonnement. Enfin, un son de réabonnement. Sur les maîtres du donjon. C'est En fait, quand vous vous abonnez... Alors, sauf erreur, quand vous vous abonnez sur les maîtres du donjon, il y a un premier son qui est neutre. Quand vous vous réabonnez, il y a le maman d'Indien. Et au réabonnement, au deuxième réabonnement, il y a il y a le jeune mécène. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que petit à petit, je vais utiliser des moments isolés comme ça pour faire des sons de réabonnement. Parce qu'au fur et à mesure des mois, ben, techniquement, vous pouvez avoir... Je vais tendre en fait à ce que vous ayez des sons d'abonnement uniques. Et que premier mois, c'est celui-là, deuxième mois, c'est celui-là, troisième mois, c'est celui-là, etc. Mais ça se fournit que petit à petit, parce qu'on n'a pas un maman d'Indien ou un salut auto je mécène à tous les lives. Hélas. Mais Discord veut pas s'ouvrir. Au secours. Bon, tant pis. Téléphone portable, à moi. Hops. J'aimerais faire ma sortie d'émission, s'il vous plaît. Bon. C'est ça. Pif. Quoi? C'est une honte! Révolte! C'est pas possible. Quoi? C'est une honte! Révolte! Voilà, donc les prochains lives seront, je répète, samedi matin à 9h pour le prochain Café des Fables, lundi prochain pour le maître du donjon et jeudi prochain à 19h pour la suite du conte de Monte Cristo. Sur ce, je vous ai tout dit, chers amis, je vais aller me plonger dans un bain d'eau glacée avec des glaçons. Je vais rejoindre Jack à la fin du Titanic pour essayer de me détendre un tant soit peu et d'avoir moins chaud. Et je vous souhaite la même chose et une excellente soirée. Prenez soin de vous, des bisous. À samedi matin pour le Café des Fables. Et si c'est pas ça, à la prochaine. À tout bientôt. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.